I have a dream that one day on the red hills of Georgia, le 4 avril 1968, à Memphis, le pasteur noir américain Martin Luther King est assassiné d'une balle de fusil dans la gorge. Peu de temps après, on arrête son assassin. C'est un escroc de seconde zone appelé James Earl Ray. Dans un premier temps, James Earl Ray déclare avoir agi seul, mais comme dans l'affaire Kennedy, le doute s'installe. On soupçonne les plus hautes autorités américaines d'avoir fait assassiner Martin Luther King parce qu'il encourageait la contestation noire. Alors, James Earl Ray a-t-il agi seul ou bien Martin Luther King a-t-il été assassiné sur ordre? Nous allons enquêter maintenant ensemble. Pape Ndiaye, vous serez notre expert dans cette enquête. Vous êtes historien à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Alors, l'assassinat de Martin Luther King, comme l'assassinat de Kennedy, c'est un des grands mystères de l'histoire américaine. Un des grands mystères, certainement, puisqu'il n'est pas encore levé. Mais de mon point de vue, le plus grand mystère, ça n'est pas que King ait été assassiné le 4 avril 1968, c'est qu'il ait survécu jusque-là. C'est qu'il ait survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, à des menaces multiples. Comme une figure historique, quoi. Oui, depuis son entrée dans la vie militante en 1955. Qu'il ait pu tenir jusqu'en 1968, engager ce qu'on appelle la seconde révolution américaine, c'est-à-dire la déségrégation dans le Sud, l'égalité des droits pour les Noirs américains, est déjà remarquable et en fait une des grandes figures de la vie américaine du XXe siècle. Parce qu'il y a un contexte aux États-Unis, c'est que dans les États du Sud, la ségrégation, enfin le racisme était officiel, quoi. C'est cela. Depuis la fin du XIXe siècle, les anciens États confédérés, ceux qui avaient combattu contre le Nord lors de la guerre de sécession, avaient institué un système rigide de ségrégation, d'apartheid, qui a duré donc jusqu'aux années 60, par lequel la population blanche était séparée de la population noire, et la population noire ne pouvait pas voter. Alors, vous allez regarder tous les documents que nos détectives vont rapporter, tout ce qu'on va faire dans cette enquête, et puis on se retrouve dans un peu moins d'1 heure. D'accord. Nous sommes donc en avril 68. Le pasteur King est sollicité pour toutes sortes de manifestations, et le jour fatal, nous sommes à Memphis, Tennessee. Nous allons revenir sur les dernières 24 heures de la vie du pasteur King. Il arrive à Memphis, en effet, le matin du 3 avril 1968. Il va descendre dans un petit hôtel modeste à la périphérie de la ville, le Lorraine Motel, que voici, qui est tenu par des Noirs. Il va se faire photographier avec ses collaborateurs au balcon devant sa chambre, au premier étage. On le voit ici, à sa droite, il y a Jesse Jackson. Ça, c'est la photo qui a été prise donc la veille de la manifestation. 24 heures avant sa mort. Et d'ailleurs, le soir même, devant 20 000 personnes, il aura un discours poignant, étrangement prémonitoire. Il évoque sa propre disparition. Écoutez. Je vois la terre promise, dit-il. Le lendemain, 4 avril 68, il prend à nouveau l'air avec ses collaborateurs à ce même balcon du Lorraine Motel devant sa chambre lorsqu'à 18h01 précise, un coup de feu claque. King s'effondre. Dans la panique, ses collaborateurs montrent tous la même direction d'où vient le coup de feu. King est par terre. Une balle lui a fracassé la mâchoire avant de terminer sa course dans la colonne vertébrale. Coup de feu fatal. Il va vite être transporté à l'hôpital Saint-Joseph de Memphis, mais va mourir 1 heure plus tard à 19h05, ce 4 avril 1968. Ça, ce sont les premières images tournées par les télévisions américaines ce 4 avril. Corinne, après, l'assassin s'enfuit, je suppose, donc... Mais il s'enfuit, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on va l'arrêter très très vite. Donc pour bien comprendre, on va retourner sur les lieux du crime. Regardez, le coup de feu vient d'être tiré et tout de suite, les 3 collaborateurs de King pointent un bâtiment qui est en face du Lorraine Motel. Vous voyez, ils pointent une fenêtre au premier étage. C'est de là que le coup de feu est parti. Et des témoins, eux, voient un jeune homme qui s'enfuit en voiture et qui vient de laisser tomber un paquet devant ce bâtiment.
à l'intérieur duquel on trouve un fusil. Donc c'est très simple, on suit la piste du fusil et on retrouve la trace d'un certain James Earl, c'est lui. Et on l'attrape en Angleterre, à Londres, 2 mois plus tard, donc très rapidement. Et figurez-vous que l'homme immédiatement plaide coupable. Du coup, sans procès, il écope de 99 ans de prison. On tient le coupable, c'est la fin de l'enquête, mais pas du mystère. Quel mystère, puisqu'on l'a trouvé, il a avoué. Le mystère, c'est que 3 jours plus tard, il se rétracte. Il dit qu'il porte le chapeau d'une conspiration beaucoup plus vaste et il évoque même la piste de la mafia. C'est dire si mystère il y a. Oui, on a intérêt à suivre la piste d'éventuelle complicité, parce que figurez-vous que ça peut remonter très très haut jusqu'au patron du FBI, c'est lui, J. Edgar Hoover. Oui, d'accord, mais pas si vite, parce qu'il faut quand même revenir aux faits, quoi, tels qu'ils se sont déroulés, comment il s'est enfui, etc. On va revenir au 4 avril 1968, juste après l'assassinat de King. L'émotion est immense. Et tandis qu'on emmène Martin Luther King, son cercueil est transporté jusqu'à Atlanta, sa ville natale, où il sera inhumé, eh bien, il y a des émeutes qui vont éclater dans les quartiers noirs de plus de 150 villes américaines. Et voici l'une des pires explosions de violence que le pays ait connue. Rien qu'à Washington, il y aura 700 incendies. Il y a des scènes de pillage dans tout le pays. Un total de 46 morts, 3000 blessés, 27 000 arrestations. Regardez ces images, c'est vraiment une atmosphère de guerre civile. Donc l'émotion, c'était pas seulement le recueillement, c'était aussi la violence. Pour célébrer en quelque sorte la disparition de l'apôtre de la non-violence. Il y a même la garde civile qui patrouille dans les rues des villes. Et parallèlement, le pays va honorer la disparition de Martin Luther King comme celle d'un héros de l'Amérique. Pendant ses obsèques à Atlanta, eh bien, le président Johnson a décrété un jour de deuil national. Les drapeaux sont en berne partout, sauf dans quelques villes du Sud encore ségrégationnistes. Et puis à Atlanta, au moment de ses funérailles, l'émotion évidemment est immense. Il y a 100 000 personnes dans les rues et la cérémonie qui est retransmise à la télévision est suivie par 120 millions de téléspectateurs. Bon, alors avant d'étudier tous les indices, il faut revenir évidemment sur ce qu'a été vraiment la personnalité de King. On m'en a déjà donné, mon cher. Oui, mais il vous en faut beaucoup, vous toussez beaucoup, chef. Oui, ça va. Peggy, avant tout, j'aimerais savoir d'où vient ce Martin Luther King. Vous allez voir que ces idéaux prennent vie extrêmement tôt. Martin Luther King est né en 1929 à Atlanta, en Géorgie. Il est fils et petit-fils de pasteur baptiste. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il vient d'un milieu bourgeois, donc il n'a jamais manqué de rien. Et très tôt, il suit la trajectoire des jeunes gens brillants. Il gagne le Nord, la Pennsylvanie, pour suivre des études de théologie, puis l'université de Boston. Et quand il lui faut choisir sa paroisse, il refuse la facilité. Il ne va pas là où son père et son grand-père officiaient. Il choisit la ville de Montgomery, dans l'Alabama, sur Dexter Avenue. Voilà son église. Et voilà ses fidèles. Il est surtout connu pour ce discours, I have a dream, extrêmement célèbre. Qu'on continue aujourd'hui à apprendre à l'école, effectivement, en cours d'anglais. Ça se passe le 28 août 1963. Nous sommes dans la capitale des États-Unis, à Washington. 250 000 personnes se sont pressées pour entendre ce fameux discours. Des Noirs, pour la plupart, mais pas seulement. Il y a aussi des Blancs modérés, militants des droits civiques. On est dans un lieu stratégique, on est à 2 pas de la Maison Blanche, sur les marches du mémorial Lincoln. Et en 1863, pendant la guerre de sécession, le président des États-Unis, Abraham Lincoln, avait proclamé l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un siècle quasiment après ce discours I have a dream, en partie improvisé, qui va totalement changer la face de l'Amérique. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. On l'entend, mais on ne le voit pas. Hein. Ouais, j'imagine que vous auriez préféré le voir. C'est plus possible pour des questions de droit. La famille de Martin Luther King refuse désormais qu'on diffuse ces images. D'accord, mais comment est-ce qu'est née cette popularité ?
Il faut remonter 13 ans avant, en 1955. Tout arrive à cause, ou plutôt grâce, à une femme qui s'appelle Rosa Parks. Elle a 42 ans à l'époque, elle est couturière et elle est surtout fervente militante anti-ségrégationniste. Et dans l'autobus qui la ramène chez elle un soir, elle refuse de céder sa place à un blanc. Et pourtant, à l'époque, la loi l'exige. Et cette Rosa Parks, elle a été arrêtée ? Elle a été arrêtée, ce qui provoque bien évidemment, vous imaginez, la colère de la communauté noire. Et faute de moyens, faute d'organisation, le mouvement risque de tourner court. Donc les responsables locaux ont l'idée de faire appel à un pasteur qui commence à être assez populaire pour ses sermons dévolus aux droits civiques des Noirs. Il s'appelle Martin Luther King. À l'époque, il a 26 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il met de l'ambiance quand il parle. Effectivement, il y a de l'ambiance. Comment il s'y prend pour protester ? Bien, il est très malin, il organise le boycott des autobus de la ville. Là où c'est malin, c'est que les Noirs sont les principaux utilisateurs de ces transports en commun. La lutte va durer 1 an et menacée de faillite, les compagnies privées finalement finissent par abdiquer. Et la Cour suprême des États-Unis va finalement proclamer la fin des lois ségrégationnistes dans les transports en commun. Donc Luther King se sert principalement de 2 armes, la désobéissance civile et la pression économique. Il élabore une doctrine de la non-violence inspirée majoritairement par Gandhi. Et en 1963, il a l'idée de lancer une campagne dans la ville de Birmingham, une ville très raciste, tenue par le Ku Klux Klan, une des villes les plus racistes des États-Unis. Donc ces actions se multiplient. Alors le Ku Klux Klan, vous en parlerez avec Corinne tout à l'heure, effectivement, ces actions se multiplient. Son but, c'est de provoquer les autorités locales, c'est de les pousser au dérapage et c'est exactement ce qui va se passer. Il ne faut pas perdre de vue qu'en plus, il incite les jeunes, Martin Luther King, à participer à ces manifestations, même les enfants. Et les images des brutalités commises tant par les autorités locales que par les foules blanches vont profondément choquer l'Amérique. À tel point que le président Kennedy, au cours d'une allocution télévisée, va annoncer une profonde réforme des droits civiques en faveur des Noirs. We have a right to expect that the Negro community will be responsible, will uphold the law, but they have a right to expect that the law will be fair, that the Constitution will be colorblind, as Justice Harlan said at the turn of the century. This is what we're talking about, and this is a matter which concerns this country and what it stands for. And in meeting it, I ask the support of all of our citizens. Thank you very much. Mais au cours de ces actions, il va quand même être arrêté. Il va être arrêté, il va même être emprisonné, mais finalement, il est relâché en héros sous l'impulsion de John Fitzgerald Kennedy, le président donc, des États-Unis, que vous voyez là à gauche, et de son frère Robert, qui est alors ministre de la Justice, et qui est à droite. En fait, 1963, c'est vraiment l'apothéose de la mission du pasteur King, avec la marche sur Washington, le discours I Have a Dream, et pour couronner le tout, dès l'année suivante, l'obtention du prix Nobel de la paix en 1964. Mais la naissance de ce mythe, elle tient essentiellement à l'utilisation des méthodes non violentes, celles de Gandhi. Oui, effectivement, il mène sa vie comme s'il était élu par Dieu. Il ne fait pas partie des on l'a appelé prédicateurs. un prophète. C'est ça. Ce n'est pas un simple prédicateur comme il en existe tant à cette époque aux États-Unis. C'est un homme d'action, c'est un agitateur. Et partout où il passe, effectivement, ça fonctionne. De Montgomery à Memphis, du Tennessee au Mississippi, il fait tomber une à une les barrières de la ségrégation. Dans les transports en commun, on l'a vu, mais aussi dans les écoles, dans les restaurants, dans les toilettes publiques. Et même au niveau politique et civique, puisque Martin Luther King est à l'origine de 2 très grandes lois, en 64 et 65, qui rétablissent le droit de vote des Noirs dans le Sud, c'est pas rien quand même. Et ces lois seront ratifiées sous la présidence de Lyndon Johnson. Et une des causes du succès, c'est son charisme. C'est-à-dire qu'il arrive à fédérer les Noirs, mais aussi les Blancs modérés, et rien jamais n'arrivera à écorner sa légende. Ni les ennemis extérieurs, ni les rivalités internes, ni la révélation de ces frasques extra-conjugales, et il y en a eu. Donc, voilà, pour la victime, il faut maintenant passer à l'agresseur, James Earl Ray. Peggy, revenons à l'enquête de police. Qu'est-ce qui s'est passé ce 4 avril 68 ? On a dit que c'était une enquête bâclée, que la police avait mal travaillé. En fait, elle a fait preuve d'une célérité redoutable. Oui, c'est vrai que pour démasquer James Earl Ray, c'est allé très vite, peut-être trop vite. Maintenant, pour l'arrêter, c'est une autre paire de manches, puisqu'il a tenu quand même en échec le FBI et Interpol pendant 2 mois. C'est énorme. Il faut attendre le 8 juin 1968 pour qu'il soit arrêté à l'aéroport d'Heathrow, à Londres. Étrange, en effet. Mais revenons sur les lieux du crime. Earl Ray était bien là, non ?
Peut-être, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est tiré. Donc ça, c'est le Lorraine Motel. Luther King est assassiné ici, il s'effondre là, et tout de suite, ses proches collaborateurs pointent du doigt la fenêtre juste en face. C'est de là qu'aurait tiré l'assassin. Quelques minutes après le meurtre, une voiture de police passe dans cette rue et s'arrête ici, devant un magasin qui s'appelle Canip. Là, le propriétaire du magasin Canip et les clients affirment avoir vu s'enfuir un individu plutôt jeune au volant d'une Ford Mustang blanche. Et cet individu, avant de s'enfuir, aurait laissé tomber un paquet contenant un fusil à lunettes et des jumelles. Mais alors, ensuite, on a exploité tous ces indices? Bah oui, et l'indice principal, il est là, hein. Regardez, une Remington Game Master 760. Il n'est pas chargé, hein? Je vous rassure, non. Et évidemment, cette arme a un numéro de série, donc on remonte facilement jusqu'à l'armurier qui l'a vendu. Il se trouve à Birmingham, Alabama. Et il se souvient justement très bien de son acheteur, un certain Harvey Lomeyer. Je ne vous demande pas de retenir le nom parce que je vous annonce tout de suite que c'est un nom bidon. Donc cet homme va à l'armurerie et demande dans un premier temps à acheter une Winchester. Puis il se ravise, revient, achète enfin cette Remington, puis il revient encore pour faire installer, vous voyez ici, la lunette. Du coup, l'armurier se souvient très bien de cet étrange acheteur. Puis c'est pas tout, une Ford Mustang blanche est bel et bien retrouvée à Atlanta, en Géorgie. Les plaques d'immatriculation correspondraient à un certain Eric S. Galt. C'est un faux nom, ne le retenez pas non plus. Simplement, d'après la police scientifique, Eric S. Galt correspond à l'homme qui a acheté le fusil à Birmingham. Et surtout, il correspond aussi à l'autre personne qui a loué la chambre dans la pension, d'où le tir est parti. Compliqué votre affaire, hein. C'est un certain Willard. Ben non, du tout, puisque les trois hommes sont en fait une seule et même personne, c'est lui, évidemment, James Holray. Et quand on va l'arrêter, il aura sur lui les passeports aux différents noms. Mais alors, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on sait de ce type-là? À vrai dire, pas grand-chose. On sait que c'est un évadé du Missouri, un modeste délinquant vraiment médiocre, mais il était raciste et on pense qu'il a voulu décrocher la prime promise par un groupe raciste du Sud qui voulait vraiment la tête du pasteur King. Pourquoi pas, mais s'il a été, il a été extradé. Ouais. Et s'il a été extradé, il y a eu un procès. Non, il a été condamné, mais il n'y a pas eu de procès au sens strict. Vous savez que la procédure pénale américaine a ce site particulier que lorsque vous plaidez coupable, vous échappez à la sanction la plus lourde, en l'occurrence la peine de mort, et vous échappez également à un procès avec examen de tous les indices. Et c'est l'option choisie par Ray. Il a plaidé coupable. C'est ce qu'on appelle le plea bargain. Donc du coup, il écope directement de 99 ans de prison, sans passer par la case procès. Et du coup, surtout, on ne connaît rien, ni de ses motivations, ni de ses éventuelles complicités. Et là où tout se complique, c'est que 3 jours plus tard, après avoir plaidé coupable, il se rétracte et il parle de machination. Il laisse entendre même qu'il y aurait un deuxième tireur dans cette affaire. C'est comme dans l'affaire Kennedy, il joue la partition d'Oswald, le Patsy. Mais c'est crédible ce truc-là? Bah, vu la personnalité de l'homme, on ne sait pas trop. En tout cas, lui, il dit qu'il y a un deuxième homme, un fameux Raoul, qui serait issu de la mouvance mafieuse de la Nouvelle-Orléans, un exilé cubain. Et il dit, c'est Raoul qui m'a dit d'acheter le fusil, de réserver la chambre, de louer la voiture. Et surtout, il dit que c'est ce fameux Raoul qui a tiré, et pas lui. Voilà, mais si je vous suis, c'est l'hypothèse d'un complot. Oui. Il faut absolument examiner effectivement la piste d'un complot, d'autant plus que la famille de Luther King, encore aujourd'hui, doute de la culpabilité de James Holray. Ah oui. Mais alors, qu'est-ce qui tirait les ficelles dans ce cas-là? Au moins 2 hypothèses. La première, c'est le patron du FBI en personne, J. Edgar Hoover. Bah, énorme. Non, c'est pas si énorme que ça. Eric est en train de compiler un petit dossier. C'est de notoriété publique. Très bien, il faut qu'il travaille un peu. J. Edgar Hoover détestait Martin Luther King, qui s'insurgeait contre la guerre du Vietnam et qui, fort de sa popularité, devait tôt ou tard certainement se présenter à la présidence des États-Unis. Je vous donne un petit exemple de la haine de Hoover pour Martin Luther King. Quand les membres du FBI découvrent les infidélités de Martin Luther King, ils lui envoient les preuves chez lui, accompagnées d'une lettre. Une lettre clandestine, manuscrite, évidemment rédigée par leurs soins, lettre qui suggère à Luther King de se suicider car c'est la seule issue honorable à cette situation. C'est quand même énorme. Et l'autre piste? L'autre piste, on est dans le sud des États-Unis, donc évidemment, on pense au Ku Klux Klan. Mais vous parliez d'un certain Raoul. Ben, ce Raoul, il faudrait savoir qui c'est quand même. Eric, quel est ce mystérieux Raoul que personne n'a jamais vu et qui pourtant a l'air de hanter le dossier Martin Luther King? Ce mystérieux Raoul, en effet, serait
un génie de la discrétion, un as de la manipulation, le type que personne n'a vu, qui coordonne tout l'assassinat de Martin Luther King pour le compte de commanditaires bien mystérieux, avec en prime James Earl Ray, que voici dans le rôle du pigeon. Un pigeon, c'est un type dont on pense qu'il est l'assassin, en fait il ne l'est pas, quoi. Oui, dans ce scénario, voilà comment ça se passe. Raoul manipule James Earl Ray. Il lui demande de venir à Memphis en ce début du mois d'avril 1968 pour se tenir prêt à un petit trafic qu'on lui demandera de faire. Il a l'habitude de le faire pour le compte de Raoul depuis un certain nombre de mois. On lui demande peu de temps auparavant d'acheter une Ford Mustang blanche ultra repérable. On lui demande aussi d'acheter une arme dans des conditions elles aussi plutôt repérables. Et puis il va lui demander, une fois arrivé à Memphis, eh bien, de louer une chambre dans un motel et dans une pension meublée et de se tenir prêt. Il va traîner ses guêtres ici, quasiment au vu et au su de tous. Dans le même temps, Raoul manipule une deuxième équipe, l'équipe d'un tueur professionnel qui lui aussi circule en Ford Mustang blanche et qui va utiliser la chambre louée par la première équipe, celle de James Earl Ray, pour assassiner Martin Luther King, déguerpir sur les chapeaux de roue à bord de la Ford Mustang blanche, évidemment en laissant opportunément tomber un paquet d'indices, dont l'arme du crime. Et donc la police, très facilement, remontera non pas à l'assassin véritable, mais à celui qui est là pour porter le chapeau, c'est-à-dire James Earl Ray. C'est qui ce Raoul en question? Alors ce Raoul serait un latino-américain d'âge moyen, les cheveux plutôt blonds, mais en fait personne ne l'a jamais vu. C'est un as de la discrétion qui a des méthodes d'agent secret, qui n'est jamais joignable au téléphone au même numéro, qui bouge sans cesse d'état, qui a sa base arrière à la Nouvelle-Orléans, dit-on dans la mouvance anticastriste, vous savez, ces exilés cubains de la Nouvelle-Orléans que la CIA entretient à la Nouvelle-Orléans. C'est plutôt un personnage qui semble tout droit sorti d'un roman noir de James Ellroy. Vous savez, ces agents un peu troubles qui rendent des services aussi bien à la mafia qu'à la CIA. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il semble tout droit sorti d'un roman noir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien que ni les policiers, ni les juges, et encore moins les historiens, ne l'ont jamais vu, ce Raoul. Donc, soit c'est un génie de la discrétion, soit il est sorti de l'imagination de James Earl Ray pour justifier son histoire de complot. Voilà, c'est en effet tout le problème. Toutes les informations, tous les éléments qu'on a sur ce personnage central proviennent du principal accusé. C'est tout le problème. Enfin, ce qui est intéressant quand même, c'est que James Earl Ray raconte qu'il s'est évadé à l'été 1967 d'un pénitencier dans le Missouri, qu'il a rencontré Raoul dans un bar à Montréal, qu'ensuite il a travaillé pour lui pour toutes sortes de trafics à travers tous les États-Unis, dont la Californie. Il est allé aussi au Mexique, avant que, plus tard, donc au mois d'avril 1968, eh bien, Raoul ne demande à James Earl Ray de venir à Memphis, Tennessee. La suite, on la connaît. Et donc, il donne toutes sortes de détails vérifiables. Et c'est ça qui est troublant. Donc, nul ne sait à l'arrivée si ce Raoul existe ou s'il est sorti de l'imagination de James Earl Ray. Eric, la décennie 60-70, c'est l'époque du grand combat pour les droits civiques et la contestation sous toutes ses formes, notamment contre la guerre du Vietnam. Mais c'est une époque où l'Amérique va perdre son innocence. En fait, le mouvement d'émancipation des Noirs américains il va beaucoup évoluer entre la fin des années 50 et la fin des années 60. On va se replacer au début de la période, dans le contexte. Voilà la condition des Noirs américains. Voilà ce que l'on vit quand on est un enfant noir dans le sud des États-Unis au début des années 60. Regardez, c'est une fontaine pour Noirs. Il y a aussi des cinémas pour Noirs, des toilettes, des écoles. Il y a même des plages blanches où les jeunes Noirs sont indésirables. Regardez. C'est l'époque de la ségrégation, ce qu'on appelait ailleurs l'apartheid. Et donc, sous l'influence de Martin Luther King, eh bien, le combat pour l'égalité s'est cristallisé autour de l'action non violente. Boycott, sit-in, marche, désobéissance civile, voilà les seules armes qui sont utilisées, des armes qui sont tout à fait efficaces d'ailleurs, parce qu'en face, la riposte policière est violente, et puis la violence des milices blanches, finalement, va choquer l'Amérique, et notamment va choquer la jeunesse étudiante américaine. Et donc, peu à peu, sur les campus américains, c'est main dans la main que Noirs et Blancs vont commencer à remettre en cause l'ordre établi, notamment à partir de la marche en 1963 sur Washington, mais aussi en 1965, la marche de Selma pour le respect du droit de vote.
de plus en plus, noirs et blancs remettent totalement en cause le système. Et finalement, cette espèce d'élan de sympathie de la jeunesse va coloniser la société entière et va donner de bons résultats politiques. C'est aussi une époque où les chansons de Bob Dylan, certains livres comme ceux de Jacques Kerouac, Sur la route, influencent la société tout entière. On commence à remettre en cause le système tout entier. C'est l'époque des premiers hippies, ces jeunes gens aux cheveux longs qui prônent la libération sous toutes ses formes, libération sexuelle, sociale, politique, et qui prônent peace and love, faites l'amour par la guerre. D'accord, mais peace and love, c'était l'esprit de l'époque, mais la communauté noire était quand même très divisée. Oui, et les Noirs sont de plus en plus nombreux à prôner eux aussi un mouvement violent à l'opposé de ces mouvements pacifistes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une anecdote qui est assez révélatrice, c'est que dès 1963, 15 jours à peine après la grande marche sur Washington, il y a une bombe qui explose dans la ville symbole de Birmingham, dans une église, et qui tue 4 fillettes noires. Voici l'explosion. C'est le Ku Klux Klan qui a fait l'action probablement, et regardez les titres de la presse dès le lendemain. La bombe de Birmingham remet en cause le mouvement pacifiste. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs qui avaient une tendance plutôt pacifiste, qui vont se tourner face à cette violence des Blancs vers des mouvements noirs beaucoup plus radicaux, comme celui de Malcolm X, Nation of Islam, qui est un mouvement noir beaucoup plus radical, ou alors d'autres mouvements un peu plus tard, comme le Black Panther Party for Self-Defense, qui est créé en 1966 et qui est un mouvement révolutionnaire, ou un peu plus tard aussi, il y aura le mouvement Black Power, dont l'action la plus célèbre en 1968 sera au moment des Jeux Olympiques de Mexico, ce point ganté de noir de 2 athlètes américains levés très haut dans le ciel pour protester contre la situation des Noirs en Amérique. En fait, Martin Luther King, qui pose à côté de Kennedy, qui est reçu par le président Johnson, qui a des avis sur la guerre du Vietnam, qui marche main dans la main avec les Blancs, eh bien, il est considéré comme quelqu'un qui est un mou, quelqu'un qui a trahi en quelque sorte la communauté noire, et de plus en plus de Noirs se tournent vers les mouvements extrémistes. Et puis aussi, en 1968, la situation a changé, c'est-à-dire que le mouvement des droits civiques avait donné de bons résultats politiques, le droit de vote notamment, mais en 68, il y a d'autres enjeux. Il y a notamment la situation sociale, le manque de richesse dans les ghettos noirs des grandes villes de l'Est. Et finalement, eh bien, les partis les plus extrémistes ont plus d'audience au sein de la communauté noire en 1968. Bon, d'accord, il y a une division de la communauté noire entre les gens plus modérés et les gens plus extrémistes. Mais l'extrémisme principal, ça vient quand même des Blancs. Évidemment. Et donc, ce qu'il faut étudier maintenant, c'est l'organisation qui s'appelle le Ku Klux Klan. Alors Corinne, ça avance ce dossier sur le Ku Klux Klan? Bah oui, Laurent, vous connaissez cette cagoule? Bah oui. C'est l'emblème du Ku Klux Klan, ce groupe extrémiste, raciste, antifédéraliste du sud des États-Unis et qui s'insurge violemment, c'est le moins qu'on puisse dire, contre l'émancipation des Noirs. Il est violent, d'accord, mais quelles sont ses origines? Cette organisation n'est pas si récente que ça, elle remonte en fait à la fin de la guerre de sécession. On est en 1865 et l'armée nordiste vient d'écraser l'armée des sudistes, l'armée confédérée. Du coup, il y a des jeunes officiers confédérés, un peu nostalgiques de l'esprit de corps de l'armée confédérée, qui créent le Ku Klux Klan. Ku Klux, c'est le cercle en grec, et ouais, Klan, c'est la même chose, d'accord. Parce qu'ils sont d'origine écossaise. Et je croyais que c'était le bruit du fusil. Non, ça Ku Klux Klan. C'est une légende, c'est venu après ça. Ah bon, d'accord. Ku Klux, donc le cercle. Et ce Ku Klux Klan se met en tête de diriger l'Empire invisible. C'est comme ça qu'ils disent pour appeler les États du Sud qui viennent de perdre la guerre. Alors il y a toute une hiérarchie un peu abracadabantre qui se met en place. Il y a un sorcier impérial secondé par des génies, des titans. Et tout ce beau monde est habillé comme ça en blanc, de pied en cap. Ça ressemble aux pénitents des processions espagnoles. Tout à fait. Le but, en fait, c'est d'effrayer les non-initiés, au premier rang desquels, évidemment, les Noirs, qui ont le malheur de demander leurs droits, en fait. Et Nathan Bedford Forrest, c'est celui qui est au milieu, là. C'est lui, voilà, au milieu, dote le clan d'une structure militaire pour mieux les punir, parce que, selon lui, il y a urgence. Avec la défaite, les sudistes ont dû abolir l'esclavage. Du coup, leur économie s'est effondrée et... Pire que tout, il y a de nouveaux amendements à la Constitution des États-Unis qui, au début des années 1870, donnent le droit de vote aux Noirs.
Et ça, c'en est trop pour le clan. Du coup, il y a une vague de terreur qui s'abat sur le sud des États-Unis. Il y a des femmes enceintes éventrées, on lynche les Noirs, on les pend aux arbres, les croix brûlent devant les maisons. Enfin, c'est vraiment terrible. Ce sont des terroristes, hein, ils sont animés par leur racisme. Mais est-ce qu'ils ont des convictions plus larges ? Il y a un petit substrat politique sous tout ça, c'est qu'en fait, depuis la fin de la guerre de sécession, c'est l'armée nordiste qui dirige le sud des États-Unis. Et les sudistes veulent reprendre leur indépendance, donc ils sèment le trouble comme pour prouver que les nordistes ne sont pas capables de maîtriser le sud. Bon, alors Washington, évidemment, réagit quand même. En 1873, le clan est dissous une première fois. Mais ça ne signifie pas que c'est la fin des exactions, bien au contraire. Et puis les sudistes lâchent un peu l'affaire. Ils acceptent que le clan soit un peu enterré parce qu'ils regagnent du terrain. La ségrégation est en train de s'installer dans le sud des États-Unis. Et puis par diverses lois locales, ils mettent à mal le droit de vote des Noirs qui est parfois même annulé. D'accord, alors le clan disparaît et donc on n'en parle plus ? On n'en parle plus jusqu'en 1915, où en fait il renaît de ses cendres sous la houlette de cet homme. C'est un pasteur méthodiste, il s'appelle Simons, et il recrée donc le clan. Il lui donne un visage un peu plus, comment dire ? Respectable. Voilà, bon teint. Il en fait une organisation culturelle WASP. Ah oui, d'accord. WASP, ça veut dire White Anglo-Saxon Protestant ? Voilà, c'est ça. Donc le clan s'est assagi ou bien c'est une façade ? C'est une façade, il se donne une bonne conscience, vous voyez, à tel point qu'il peut même défiler dans les rues de Washington. Vous voyez, des milliers de cagoules dans la capitale fédérale, c'est assez surprenant. Il y a même des présidents américains qui vont faire partie du clan, mais en réalité, vous avez compris, c'est une façade. Et les exactions continuent contre les Noirs, mais aussi maintenant contre les immigrés européens, contre les femmes émancipées, on est dans les années 20, contre les Juifs, contre la gauche en général. Alors du coup, Washington essaie encore une fois de réagir et il utilise pour ça, c'est assez futé, le fisc. Et il arrive à étrangler fiscalement le clan qui se dissout officiellement en 1944. C'est la bonne alors ? Mais non, parce qu'avec ce grand mouvement d'émancipation des droits des Noirs dans les années 50-60, eh bien les cagoules ressortent. En 54, elles réapparaissent, regardez. Mais ce n'est pas vraiment le clan qui s'est recréé, mais plutôt des groupuscules qui se réclament de lui et qui sont donc d'autant plus difficiles à contrer, à combattre, tellement ils sont ancrés dans la vie locale. Vous voyez, on y vient en famille. Il y a même les enfants qui sont affublés de ce costume sous l'œil ravi des mamans, puisqu'en fait, dans les années 60, dans le sud des États-Unis, on arbore fièrement son racisme. Vous voyez, on défile à visage découvert dans les rues des villes. En fait, le racisme à cette époque-là, aux États-Unis, c'est la norme. Ça, on l'a un peu oublié. Il y a le clan, mais c'est une organisation. Est-ce que ça s'inscrit au sein d'une nébuleuse plus large ? C'est vrai que les énervés du clan copinent facilement avec les exilés cubains, avec les mafieux. Et c'est peut-être dans ce genre de mouvance qu'on peut retrouver le fameux Raoul. Vous savez, l'homme dont parle tant James Earl Ray. D'accord. Mais la plupart de ces groupuscules, ils sont quand même surveillés par la police, non ? Ils sont très surveillés. Et on pense même plutôt qu'ils sont manipulés à la fois par la CIA et évidemment par le FBI de J. Edgar Hoover. Ah, J. Edgar Hoover. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de celui qui a passé son temps à constituer des dossiers sur ses concitoyens. Eric, il paraît que nous avons dans nos tiroirs un dossier édifiant sur J. Edgar Hoover. Alors c'est vrai que c'est un dossier riche et complexe pour un personnage qui est riche et complexe. Enfin bon, on va pas tomber dans le travers un peu facile de présenter l'homme qui a dirigé d'une main de maître la police fédérale des États-Unis pendant 48 ans et qui a servi sous 8 présidents comme un vulgaire voyou. Avant tout, J. Edgar Hoover fut un grand flic, le chef inamovible et respecté de milliers d'agents spéciaux du FBI, les fameux G-Men. C'est lui qui savait les mettre en valeur et c'est sous l'égide de Hoover, dès les années 30, que le bureau a acquis ses titres de noblesse, notamment en mettant sous les verrous des bandits célèbres d'alors comme le fameux Dillinger. Et les grands flics dans l'histoire, en France par exemple, ont toujours utilisé des méthodes en marge. Par exemple, Fouché, Vidocq. Oui, et puis de toute façon, c'est pas dans la police criminelle que le profil de Hoover est assez particulier, c'est dans un autre domaine. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est dans le domaine de la police politique. Finalement, Hoover fut pendant presque un demi-siècle une sorte de commissaire politique garant d'une certaine idée de l'Amérique,
une Amérique bien pensante, une Amérique réactionnaire, hostile à toute idée progressiste. Son obsession, Hoover, c'était la subversion. C'était pas la mafia qui lui posait problème, c'était les rouges. Ils voyaient l'œil de Moscou partout. Je vous propose de regarder des actualités de l'époque lorsque, dans l'immédiate après-guerre, Hoover va témoigner devant la commission des activités anti-américaines. Et voilà son idée de la menace rouge. C'est assez édifiant. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is J. Edgar Hoover, head of the Federal Bureau of Investigation. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Oui, alors il explique évidemment que les communistes voulaient renverser le gouvernement, c'est quand même pas très étonnant. Mais j'imagine qu'il était aussi un grand serviteur de l'État américain, non? Serviteur surtout, Hoover est un serviteur de Hoover. Il n'y a guère que le président Johnson qui s'en arrangeait, parce que les autres présidents, Richard Nixon par exemple, le détestait, il le surnommait la vieille pédale. Quant au Kennedy, n'en parlons pas, ils ont tout fait pour essayer de s'en débarrasser, sans jamais y parvenir. On peut même dire que cyniquement, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Non, on dit que Hoover avait dans ses tiroirs des dossiers compromettants sur tous les hommes d'État. Il espionnait même les présidents et il était prêt à sortir des dossiers sur tous ceux qui osaient remettre en question son autorité, son pouvoir. On peut dire, oui, que pendant 50 ans, ce fut l'homme le plus puissant d'Amérique. Et plus qu'un flic, ce fut un as du renseignement, de la manipulation. Il avait sa propre idée de l'Amérique, une Amérique débarrassée de toute la vermine subversive, la vermine communiste. Et il n'aimait pas, évidemment, aussi ceux qui étaient partisans de l'émancipation des Noirs. Et j'imagine que ces méthodes devaient être à la hauteur de cette ambition, entre guillemets, morale. Il professait la morale, mais en fait, il était d'une hypocrisie sans limite. Il y a un journaliste britannique qui a écrit une biographie de J. Edgar Hoover. Voilà le titre qu'il lui a donné. Le plus grand salaud d'Amérique. Parce que les méthodes de J. Edgar Hoover sont celles des polices parallèles, des polices secrètes. C'est l'as des coups tordus, des ragots, des écoutes illégales, etc. Et on prête à Hoover tellement de coups tordus qu'il devient difficile d'en établir une liste exacte et surtout difficile d'en établir la véracité. Bref, en tout cas, on sait qu'il a eu des méthodes très particulières. Mais pour revenir à notre affaire, que sait-on exactement du rôle de Hoover dans l'affaire Martin Luther King? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il craignait la subversion, comme il disait, sous toutes ses formes. Et il est évident à ses yeux que le combat de Martin Luther King, c'est subversif dans l'Amérique telle qu'elle était alors. Comme il disait, King, c'est le nègre le plus dangereux d'Amérique. Et surtout lorsque ce nègre va devenir respectable, c'est-à-dire qu'à partir de 1964, on lui donne le prix Nobel. Donc à partir de ce moment-là, Hoover, semble-t-il, s'est juré de se débarrasser de Martin Luther King. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il l'a mis sur écoute, c'est qu'il a rassemblé des dossiers compromettants, et notamment sur ses infidélités conjugales, qu'il a transmises à l'épouse de Martin Luther King pour le discréditer de l'intérieur et affaiblir son personnage. D'accord, mais le fait qu'un type comme Hoover espionne King, c'est quand même pas très étonnant. Est-ce que ça prouve qu'il l'a forcément fait assassiner? Non, ça prouve rien du tout. En effet, d'après toujours ce journaliste britannique, au minimum, ce qu'on peut dire, dit-il, c'est que Hoover, avec ses antennes un peu partout, a eu connaissance d'un projet d'assassinat contre Martin Luther King et qu'il n'aurait pas levé le petit doigt pour l'en empêcher. Pour aller plus loin, c'est difficile. De toute façon, Hoover avait des dossiers qu'il ne versait pas forcément dans les dossiers officiels du FBI, des dossiers personnels, donc peut-être qu'on ne saura jamais, même si les archives s'ouvrent. Et de toute façon, il se dit qu'à sa mort, sa fidèle secrétaire a détruit tous les secrets de Hoover, toutes ses archives, et donc concernant King, on ne peut peut-être jamais en savoir plus. Tout cela ne figure pas évidemment dans les livres d'histoire, mais ça nous incite à nous pencher sur cette collusion entre Hoover, la mafia, des intérêts occultes, bref, sur l'Amérique du complot. Corinne, toutes sortes de rumeurs circulent depuis 40 ans sur cette collusion entre Hoover, la mafia, des intérêts mystérieux. C'est une légende? Il y a beaucoup de documents
parfaitement fiables et qui sont maintenant accessibles grâce à la révolution numérique et grâce surtout au FOIA. C'est le Freedom of Information Act. Ah oui, d'accord. C'est la loi qui oblige l'administration américaine, en l'occurrence, à fournir n'importe quel document à n'importe quel citoyen qui en fait la demande. Voilà, c'est une loi votée en 1966 et qui depuis a donc connu une seconde jeunesse avec toutes ces pages dites déclassées et auxquelles maintenant on a accès facilement grâce à Internet. Mais alors, il faut quand même dire qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire que le FBI, la CIA, en fait, toutes les administrations qui ont lien avec la sécurité nationale ne sont pas obligées de la respecter. On peut en parler justement de ces informations potentiellement préjudiciables. Sans faire de spéculation, on peut quand même s'appuyer sur des faits. 5 août 1962, mort de Marilyn Monroe, suicide extrêmement controversé, c'est le moins qu'on puisse dire. 22 novembre 1963, assassinat de John Fitzgerald Kennedy, meurtrier présenté comme un individu ayant agi seul, encore une fois, très controversé. 4 avril 1968, assassinat de Martin Luther King, meurtrier présenté comme individu ayant agi seul, une nouvelle fois, conclusion très controversée. Dans un autre pays que l'Amérique, on appellerait ça des meurtres politiques commandités et en aucun cas des actes isolés. C'est quoi les mécanismes de ces opérations ? Bon, en fait, je vais vous montrer, on va faire un petit schéma parce que c'est extrêmement simple. Dans tous les cas, il y a une espèce de trilogie. Il y a toujours le pouvoir. Alors c'est un pouvoir évidemment économique ou politique qui passe commande à une mouvance interlope, par exemple la mafia. Elle lui passe commande d'un crime et elle-même contacte un exécutant. Ouais. Et le troisième acteur, ce sont les services de renseignement, FBI ou CIA, qui, on l'a vu pour les 3 personnes, sont au courant de tout, la vie privée de Marilyn Monroe, la vie privée de Martin Luther King et les menaces contre Kennedy. Et dans notre affaire Martin Luther King, le pouvoir, eh bien, ce sont les notables du Sud blanc racistes, la mouvance interlope, le Ku Klux Klan, et le ou les exécutants, Earl Ray et ou Raoul. Voilà, et le personnage qui observe tout ça, c'est évidemment le patron du FBI, J. Edgar Hoover. Enfin, vous y allez un peu fort, les filles, là, non ? Non. C'est crédible, hein ? Oui, ça fonctionne en tout cas. D'accord, mais enfin, est-ce que ça résiste à un examen rigoureux ? Bon, il y a toujours 2 thèses. Ou bien James Earl Ray est le seul coupable. À ce moment-là, tout le reste n'est que littérature. Ou bien il y a complot. Mais pour ça, il faut des preuves. Il y a quand même beaucoup d'étrangeté dans cette affaire. Moi, je suis surprise qu'avec les méthodes d'investigation modernes de 1968, on n'ait pas réussi à prouver de façon ferme et définitive que le fusil de James Earl Ray est le même que le fusil qui a tué Martin Luther King. C'est étrange. Oui, mais la balle était écrasée dans la colonne vertébrale. L'expertise balistique était impossible. C'est la raison. Il y a une raison. C'est un petit peu faible. Oui, et surtout, il y a une autre bizarrerie. C'est le chauffeur de Martin Luther King, Salomon Jones, qui maintient, il est sûr de lui, que le tir n'est pas parti du premier étage du bâtiment qui se trouve en face du Lorraine Motel, mais bien du rez-de-chaussée, vous voyez ici, et ça change tout. D'ailleurs, autre bizarrerie, le lendemain du crime, on rase, la mairie fait raser les buissons qui se trouvent là. Franchement, quand il y a crime, normalement, on ne touche à rien. D'autre part, on a toujours essayé de faire passer James Earl Ray pour un activiste raciste. Il y a 0 preuve de ça. Aucune preuve n'a jamais été apportée pour corroborer cette hypothèse. Donc le mobile, si ténu soit-il, le racisme s'effondre complètement. Enfin, ça peut tout bonnement être l'appât du gain. L'appât du gain ? Oui, je dis, ça peut être tout bonnement l'appât du gain. C'est Luther King quand même. C'est un être médiocre qui a tout bonnement pris au pied de la lettre les déclarations maladroites d'un homme d'affaires de Saint-Louis qui promettait une récompense à qui débarrasserait le pays de ce pasteur noir. Voilà. Non mais il faudrait savoir, tout à l'heure vous parliez d'un tireur isolé, maintenant il y a des commanditaires. Un commanditaire, c'est pas un commanditaire, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un commanditaire. Oui, enfin, on s'achemine quand même vers le complot. S'il voulait récupérer une prime, il répond à quelqu'un. Ouais, et puis, de toute façon, il y a une autre bizarrerie. Cet homme que l'on dit effectivement médiocre, comment est-ce qu'il fait pour passer les frontières tranquillement, prendre un avion, s'envoler en Europe, y vivre la grande vie pendant 2 mois? Il y a un problème. D'où vient l'argent? Mais certainement pas d'éventuels donneurs d'ordre, puisqu'il n'y en a pas, je vous le répète. Attendez. Moi, je vais vous démontrer que cette théorie du complot ne tient pas debout. Non. Il y a quand même un élément dont bénéficie James Earl Ray juste après l'assassinat de Luther King et sur lequel la police de Memphis ne s'est toujours pas expliquée. Un mystérieux appel radio oriente les forces de police dans une direction opposée à celle prise par James Earl Ray, comme si une partie de la police voulait empêcher l'autre partie de faire son travail. C'est pas bizarre, ça? Oui, ça fait quand même des éléments un peu troublants, non? Oui, c'est un élément troublant, mais dans tous les dossiers, il y a des éléments troublants.
Mais je voudrais quand même rétablir certains faits. Il y a la Chambre des représentants qui a nommé une commission d'enquête spéciale présidée par un élu qui venait de l'Ohio, c'est-à-dire du Nord, loin des racistes du Sud. Et cette commission spéciale a rendu son rapport en 1979, le 29 mars 1979. Et ce rapport conclut que James Earl Ray est un malfrat de seconde zone, qui a passé sa jeunesse en prison, qui s'est évadé en 1967 du pénitencier du Missouri pour aller tuer quelques mois plus tard, tout seul, Martin Luther King. Conclusion, son alibi sur un mystérieux Raoul ne résiste pas au moindre examen critique, il n'y a pas de complot, le FBI et les autorités locales ont agi correctement. Voilà. Non. Ces conclusions, elles sont refusées, réfutées par la famille de King elle-même. Le fils du pasteur King, enfin un de ses fils, Dexter King, s'est rendu en 97 à l'hôpital du pénitencier de Nashville. Regardez les images. Et il y rencontre James Earl Ray. Il lui demande alors très simplement, avez-vous tué mon père ? Oui, il est à droite. Il est soigné pour une cirrhose du foie. Et là, James Earl Ray répond à Dexter, non, ce n'est pas moi. Et Dexter lui répond, moi je vous crois, ma famille vous croit, et il poursuit en disant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour tenter de faire prévaloir la justice. Ensuite, les deux hommes se serrent la main. Et King reste sur cette certitude, ce n'est pas Ray qui a tué son père. Et les proclamations de Dexter King font suite à celles du révérend James Lawson, un homme de confiance de Martin Luther King, qui aujourd'hui encore tente de rouvrir l'enquête parce qu'il ne croit pas en la culpabilité de James Earl Ray. J'ajoute que sous la présidence de Bill Clinton, la famille de Martin Luther King a saisi le ministère de la Justice pour lui soumettre, semblerait-il, de nouvelles preuves jusqu'ici inconnues du grand public qui tendraient encore une fois à prouver que James Earl Ray n'est pas le tireur. Donc, les deux thèses demeurent, Earl Ray ou complot. Il faut donc faire appel à notre expert. Pape Ndiaye, vous êtes notre expert dans cette enquête. Vous êtes professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Alors, question toute simple. Qui a tué Martin Luther King ? On n'a pas de preuves irréfutables qui permettraient d'opter de manière certaine pour une hypothèse plutôt qu'une autre. Mais alors il n'y a pas de solution ? J'ai un avis dans la mesure où il y a un ensemble d'indices qui permettent quand même de converger vers une hypothèse qui est celle que Ray n'a pas agi seul. En particulier, sa fuite organisée, les passeports dont il disposait, le fait qu'il ait été à l'étranger, ça ne colle pas tout à fait avec ce qu'on sait par ailleurs de Ray, c'est-à-dire un petit malfrat de seconde zone, un petit blanc du Sud qui... dont le racisme n'a jamais été démontré, on est d'accord. Le racisme pouvait être en phase avec celui de son groupe social, mais qui n'était pas un racisme militant. De toute façon, on en sera à plus avant 2027, c'est-à-dire avant l'ouverture des archives du FBI sur le sujet. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'a pas agi seul, mais il n'y a pas d'éléments qui démontrent qu'il n'a pas agi seul. Parce qu'il y a un personnage dont on a parlé, qui est dans l'ombre, c'est J. Edgar Hoover, le patron du FBI, qui fait suivre Martin Luther King. Ça peut être lui le commanditaire ? Hoover suit Martin Luther King depuis 1961. Il l'a mis sur écoute et plusieurs de ses agents sont attachés à ses pas, à ses basques, devrait-on dire, de telle manière que lorsqu'il est assassiné, 6 agents du FBI se précipitent instantanément vers lui. Et si la haine de Hoover est avérée pour King, une haine même personnelle, qui tient aussi aux préjugés de Hoover, qui pensait que la révolte des Noirs du Sud et le mouvement pour les droits civiques ne pouvaient être initiés que par la subversion communiste et par des agitateurs qui étaient venus troubler l'ordre paisible de la région en question. Et donc Hoover est certainement très vindicatif et très attaché même à la perte de King, d'autant plus qu'à partir de 1967, King manifeste de façon très nette son opposition à la guerre du Vietnam. C'est vrai que King se radicalise, vous le disiez, en 67-68, il critique ouvertement la politique de Washington, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc c'est vrai que Hoover aurait vraiment toutes les raisons de lui en vouloir et Ray paraît être un coupable vraiment désigné. C'est cela. King, à partir de 67, manifeste son opposition très forte à la guerre du Vietnam. Il prononce un discours très célèbre 1 an exactement avant son assassinat, le 4 avril 1967. Et puis, par ailleurs, il oriente son action militante en direction des grands ghettos du Nord et donc d'un certain nombre de questions sociales, la pauvreté, le chômage et d'autres questions importantes
qui sont celles de l'ensemble des États-Unis et pas seulement d'ailleurs des Noirs américains. Donc il accumule là des éléments qui font que la presse qui lui était favorable commence à être très critique à son égard à partir de 67-68. Et Raoul, il existe ou pas dans cette affaire ? C'est un mystère, Raoul, puisque au fond, il n'a d'existence que dans les propos de Earl Ray lui-même. Mais vous y croyez, vous ? Et on n'a jamais pu prouver son existence. Raoul, peut-être doit-on considérer que ce n'est pas un personnage, mais plutôt un groupe, en tout cas un relais ou un élément par lequel l'assassinat de King ne relèverait pas simplement de la décision solitaire d'un petit malfrat inconnu. Oui, voilà, parce qu'on pense évidemment aux racistes du Sud, le Ku Klux Klan. Ce n'est pas à exclure quand même. Ce n'est pas tout à fait à exclure. Le clan en 68 est en pleine déconfiture, mais on ne peut pas exclure non plus l'action isolée d'un blanc raciste, d'un fanatique de la ségrégation qui veuille se venger. Qu'est-ce qu'il représente aux États-Unis à cette époque-là, Martin Luther King ? C'est déjà un mythe, c'est une légende, pas seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du monde. Il est connu en Afrique du Sud, il est connu en Asie. Et aux États-Unis, il est un peu en perte de vitesse au sein de la communauté noire. Il est un peu en perte de vitesse parce que certains lui reprochent, ses vieux compagnons de lutte notamment, son orientation contre la guerre du Vietnam, son orientation en faveur d'une guerre contre la pauvreté et des intonations presque socialisantes dans certains de ses discours. Il est donc dans une phase assez difficile politiquement, mais en même temps, le fait qu'il soit assassiné d'un seul coup l'élève au rang de mythe, rassemble, y compris ceux qui, mezzo voce, avaient exprimé leur critique. Et on a vu comment les ghettos, les grands ghettos noirs du Nord, manifestent leur désespoir à l'annonce de sa mort. Pape Ndiaye, vous nous avez donné votre réponse, une réponse de professeur. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci. Voilà donc notre conclusion. Elle n'engage que les auteurs de cette émission, mais nous avons essayé de vous donner honnêtement toutes les pièces de ce dossier. À vous de vous faire une opinion. Après tout, elle vaut bien la nôtre. Et à bientôt pour la résolution d'une autre énigme de l'histoire.